Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Pour ce dernier témoignage de mompreneur de l'année 2020, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Léa, connue sous le pseudo Je ne suis pas jolie. Du haut de ses 24 ans, Léa gère 2 chaînes YouTube, son compte Instagram, 2 podcasts, un concept store, une agence de communication. Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans notre échange, mais c'est juste énorme. Le tout, bien sûr, en étant maman d'un petit Gaspard qui fêtera bientôt ses 3 ans. Vous vous doutez bien que son parcours m'a plus qu'impressionné et j'étais curieuse d'en savoir un petit peu plus. Je l'ai découverte au détour d'une discussion que j'ai eue avec ma petite cousine Aïssatou, petite dédicace. Je n'avais même pas créé le podcast Mom You Rock à ce moment-là. Je cherchais des activités ludiques à faire avec mon premier fils, Ellie, âgé alors de quelques mois. Elle me parle alors du compte Instagram de Samuel, donc le mari de Léa, qui avait alors décidé d'abandonner ses études de médecine à la naissance de leur fils pour se consacrer à son éducation. J'étais juste, mais scotchée. Donc il partage sur ce compte des superbes idées d'activités de sortie, et il partage aussi son quotidien de papa au foyer. Et de fil en aiguille, je découvre le parcours de Léa, son épouse. Et voilà, je suis donc super contente d'avoir pu échanger avec elle sur son parcours. On est revenu sur ses premiers pas sur YouTube alors qu'elle avait tout juste 14 ans, la manière dont elle s'est professionnalisée alors qu'elle était encore lycéenne, l'importance qu'elle apporte à la parentalité et à l'éducation positive. Petit aparté, j'ai dû réenregistrer cet épisode car la première fois, j'ai juste oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. Gros fail. Mais bon, Léa a gentiment accepté de me partager à nouveau son parcours. On a dû le faire en accéléré car elle avait une journée assez chargée en cette période de fête de fin d'année et je la remercie encore pour son temps. Notre discussion est tout aussi intéressante et j'espère que ça vous plaira. Très bonne écoute. Bonjour Léa. Bonjour. Léa, tu es connue sous le pseudo Je ne suis pas jolie. Tu as une chaîne YouTube que tu as démarrée il y a 10 ans déjà. Tu as en quelque sorte grandi un peu avec ta communauté, j'ai l'impression. Ouais. Donc, tu as ta chaîne Je ne suis pas jolie. Tu as une chaîne avec ton mari, Samuel. Avec qui tu as un petit garçon qui s'appelle Gaspard, qui va bientôt avoir 3 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, en février. Super, ça va vite. Tu crées du contenu, donc tu collabores régulièrement avec des marques. Tu as un podcast Le Nid, donc qui est autour de la parentalité. Tu as un concept store de création française, donc qui s'appelle Cracotte et Pyjama, on va en parler. Ouais. Et tu diriges une agence de communication qui s'appelle Basic Conseil depuis mars 2019. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, on s'ennuie pas. Ouais, je vois ça. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Ouais, alors du coup, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'étais donc très jeune, j'avais 14 ans. J'ai commencé à l'époque parce que je voulais partager un petit peu avec des copines virtuelles, des trucs sur la beauté, voilà, c'était mon moyen à moi d'utiliser aussi le média de la vidéo qui me plaisait beaucoup. C'est comme ça que j'ai commencé avec la webcam dans la chambre chez mes parents. C'était pas du tout comme aujourd'hui où c'est professionnalisé. À l'époque, on était vraiment très peu. La plus grosse youtubeuse, elle avait 7000 abonnés, je crois, en France. Ouais. Donc c'était vraiment les débuts. Millions. Ouais. Voilà. Et quand j'ai commencé, c'est vrai que je faisais ça, pour passe-temps, comme passe-temps, et ça me plaisait bien. Et puis au fur et à mesure des années, ça a continué, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu mon métier à plein temps. Et à côté de ce métier-là, j'ai un petit peu diversifié mes activités. J'ai eu d'abord envie de créer justement ce concept store. Enfin, en fait, j'avais créé une autre société qui était différente de celle qui sert à créer mon contenu, pour pouvoir d'abord auto-éditer mon livre en 2016 parce que j'avais envie d'utiliser ce format. Je trouvais que c'était intéressant pour moi d'y laisser une trace. Voilà, ça faisait quand même quelques années que j'étais déjà sur les réseaux.
Et du coup, plutôt que de passer par une maison d'édition, on a décidé de tout faire nous-mêmes. Donc j'ai été accompagnée par mon père, par ma mère, par un peu toute la famille, et on a sorti ce livre, voilà, qui a plu. Hein. On a vendu plus de 20 C'est 000 quoi exemplaires. d'ailleurs comme livre? Ouais, ça Ça parlait de s'appelle quoi? Je ne suis pas jolie, c'est vous les plus belles, et c'est vraiment un guide Ouais. sur l'adolescence, un petit peu qui retrace toutes les problématiques auxquelles on peut être confronté à cette période-là, comment moi je les ai traversées. Mhm. C'est pas du tout un livre sur moi, ma personne ou quoi, parce que bon, j'estime que je sais plus quel âge j'avais quand j'ai sorti ce livre, 19 ans, un truc comme ça, mais Ah ouais. voilà, j'avais pas du tout envie de faire une biographie ou quoi que ce soit, mais au contraire de pouvoir peut-être un peu comme une grande sœur laisser une trace, voilà, pour ma communauté. Et du coup, par la suite, cette société, elle a servi à monter aussi Cracotte et Pyjama dans un premier temps, donc qui est sorti en novembre 2018, qui était un concept store dédié surtout aux créations pour enfants, parce que j'étais jeune maman et que je cherchais des trucs un petit peu, voilà, originaux à proposer aux mamans quand elles n'ont pas envie forcément de prendre des choses sans savoir d'où ça vient, un peu plus de traçabilité, voilà, faire marcher des petites créatrices, etc. Mhm. Et puis 2 ans plus tard, donc là en novembre 2020, Cracotte et Pyjama a enlevé son pyjama et est devenu Cracotte, puisque maintenant on est un concept store qui est beaucoup plus ouvert sur plein de choses, l'entretien de la maison, la cuisine, voilà, on va voir pour D'accord. 2021 un espace food, etc. Donc l'idée c'est toujours de rester dans le côté concept store, de mettre en avant des marques qui sont pas forcément connues, mais d'avoir une sorte de sélection géante de produits qui sont à la fois beaux et bons pour nous, pour l'environnement, etc. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça c'était ce premier projet qui a un peu diversifié mes activités. Puis après oui, j'ai eu l'occasion de faire un podcast qui est un format que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis Basique Conseil qui est venu par la suite grâce à ma rencontre avec Claire qui est ma chargée de communication voilà à temps plein sur Je ne suis pas jolie, et qui à côté en fait on a eu envie d'accompagner des clients de l'autre côté Mhm. pour les aider dans leur communication, donc avec Basique Conseil, et on fait ça, on est associés à voilà 50-50 toutes les deux dans cette SAS, et on a une dizaine de clients dont on s'occupe, voilà. Super. Super. Et ça fait pas mal de projets, hein. Ouais. T'as pas le temps de t'ennuyer, comme tu disais. Non. Et pourquoi t'as choisi le nom Je ne suis pas jolie? Bah à l'époque c'était un pseudo que j'avais pris parce que je voulais pas faire de vidéos, mais je voulais en regarder, les commenter, etc. Et puis j'avais vu un slogan qui disait je ne suis pas jolie, c'est vous les plus. Non, ça c'était mon livre, pas du tout. Je ne suis la fille bon dans le temps. Non, je ne suis pas jolie, je suis pire. Je crois que c'était une phrase à la base je crois que c'est Victor Hugo. Ça a été repris Ouais. par une marque de prêt-à-porter comme slogan, et j'avais juste choisi je ne suis pas jolie en fait, et c'est resté. Et en fait, j'aime bien, ça fait un peu une ambivalence avec le monde de la beauté dans lequel j'ai été pendant quelques années. Ouais. Et du coup, t'avais quand même 14 ans. Ouais. À l'époque où justement YouTube, on le disait, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. À quel moment t'as décidé d'en faire ton métier? C'est venu au moment où en fait ça prenait le pas aussi sur ma scolarité, parce que j'étais plus du tout en phase avec forcément tout ce qui se passait au lycée, etc. Quand vous avez déjà une entreprise. Alors moi j'étais auto-entrepreneur même au lycée, hein, parce Ouais. que dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, mais ma maman surtout a structuré toutes mes entreprises. Ouais. Voilà, j'ai été auto-entrepreneur à 16 ans parce que c'était nécessaire en fait, hein. Dès que j'ai commencé à toucher de l'argent, au début c'était grâce aux vues de mes vidéos YouTube. C'était anecdotique, hein. C'était le Ouais. premier chèque, c'était 60 € je crois, enfin voilà, mais ça restait quand même de l'argent. Faut bien commencer quelque part. Exactement. Et ma maman était très carrée sur ça, donc tout de suite j'ai été en structure, et puis en fait je suis devenue après vraiment indépendante juste après mon bac. Donc ça a été difficile de terminer le lycée parce que j'étais plus du tout en phase avec toute cette scolarité là, et c'était plus du tout pour moi une priorité. La seule matière dans laquelle je me donnais à fond c'était l'anglais, parce que je savais que ça allait me servir. Mais j'étais en filière littéraire, donc j'avais beaucoup de philo, beaucoup de ce genre de trucs, et bon, j'ai eu la chance d'avoir eu une famille qui m'a complètement supportée dans mon projet, qui me laissait partir en pleine semaine de lycée à Paris pour mes rendez-vous, Ah ouais. louper Et des tu faisais bacs tes blancs déplacements et tout. solo? Ouais. Ok. Ouais, je faisais des déplacements solo. J'étais déjà dans mon agence, du coup l'agence qui s'occupait de mes contrats, donc je l'ai retrouvée sur Paris.
Mais j'avais 263 heures d'absence en terminale, quoi. Donc Ah ouais. j'étais l'élève la T'as plus réussi à avoir absente le du bac avec lycée. ça? Ouais, je l'ai eu Ah, à 10,11. pile poil. Tu vois, pile poil. Mais franchement, non, personne n'y croyait, hein. Tous mes profs m'avaient dit oui. Enfin, j'étais jamais là. En même temps, j'avais 1,5 de moyenne, Ouais. je crois. Mais en même temps, c'était pas parce que je séchais les cours pour aller, je sais pas faire quoi. J'étais soit au Ouais. lycée en train de travailler pour moi, soit j'étais en déplacement pour mes rendez-vous professionnels. Mais mes parents, de toute façon, travaillent eux-mêmes à leur compte. On est une famille d'entrepreneurs. On a, de mon grand-père D'accord. à mes parents, personne n'est salarié. Donc Ouais. c'est vrai que il y a ce truc-là de tu veux quelque chose, bah tu l'as à la gagne, quoi. C'est vraiment la valeur du travail, c'est très important. Donc le contrat c'était juste à ton bac et après ben voilà, on verra. Et après, on t'a laissé suivre ta passion. Ouais, C'est et à super. 18 ans, bah je suis partie de la maison et j'ai pu vivre de ce que j'aimais. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mes bureaux, on est 4 salariés. Enfin voilà, c'est devenu une structure plus importante, mais en tout cas, c'est parti du fait qu'on m'a laissé vivre mes rêves, hein, clairement. Mais c'est super, ça. Tu as eu la chance d'avoir des parents. Bah, en plus, comme tu le disais, ils sont entrepreneurs, donc du coup, Mm. voilà, t'as baigné un peu dans cette dimension-là, donc forcément, ça t'a peut-être aussi poussé à te lancer toi-même, pour le coup. Ouais, complètement. Et et du coup, Samuel, tu le connais depuis l'adolescence, non? Si je dis pas de Ouais, on bêtises. est ensemble Ouais. depuis la seconde, donc ça va faire 10 ans en octobre prochain. Ouais. Ouais, Et, donc il me connaît depuis pratiquement mes débuts de YouTube. Il est arrivé quelques mois ouais. après, mais ouais, ça va faire 10 ans. On est mariés depuis 3 ans. Ouais. Et on a notre petit Gaspard depuis bientôt 3 ans aussi. On s'est mariés en septembre et Gaspard est né en février. D'accord. Donc voilà, Tu ouais, étais ça. enceinte, du coup, au moment où vous êtes mariés. Ouais, j'étais enceinte. Et vous avez décidé, enfin, c'était d'un commun accord d'avoir un enfant tout de suite après, enfin tout de suite après. Non. Samuel était en T'étais études avec de eux. médecine, donc c'était très prenant. Donc c'était un peu tout ce débat de dire est-ce qu'on fait un enfant avant, après, etc. Moi, j'avais très Ouais. envie d'avoir un enfant parce que bon, j'étais déjà bien engagée dans ma vie professionnelle et puis c'est vrai que notre couple, même si on était jeunes, on est quand même, ça faisait un moment qu'on était ensemble, donc on n'avait pas la vie de personnes qui vient de se rencontrer. Voilà, on avait notre appartement, on était indépendants financièrement, donc voilà. Et du coup, on s'est dit bon, on verra bien. Et puis en fait, c'est arrivé très très vite et voilà, et on regrette pas du tout. Mais c'est vrai que bon, moi, c'était une envie d'abord de ma part et puis qui ensuite a été partagée par Samuel. D'accord. Et comment vous avez pris la décision, enfin du moins comment Samuel a pris la décision de rester à la maison élever Gaspard, parce qu'il était en cours fac de médecine, si je dis pas de bêtises. Ouais. En fait, c'est vrai que Samuel se plaisait plus du tout dans le milieu médical. Bon, depuis toujours, moi je l'entendais dire qu'il rêvait d'être médecin, etc. En fait, je pense qu'il Mhm. avait une espèce d'idéalisation de ce que c'était d'être médecin, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la part de l'humain et surtout dans les grosses structures est assez faible. Samuel, en fait, il a beaucoup déchanté quand il a été en stage parce que on lui reprochait de prendre trop le temps avec les patients, de pas être assez rapide, voilà, d'être vraiment trop dans ce qu'il aimait faire en fait. Et du Ouais. coup, il a été un peu dégoûté de tout ce milieu-là. Et puis je crois que l'arrivée de son fils a un peu chamboulé les choses et un jour, il m'a dit, il faut qu'on parle. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, que va-t-il Qu'est-ce qui se passe? m'annoncer? Et en fait, il m'a dit, moi, j'aimerais m'occuper de Gaspard à plein temps. Je ne m'épanouis pas dans ce que je fais et je sais que je vais m'épanouir auprès de mon fils. Du coup, moi, je lui ai dit, écoute, on peut le faire, on a cette chance-là. Bah vas-y, allons-y, hein, let's go. Et du coup, là, ça Ouais. va faire 3 ans qu'il s'occupe de son fils. Bon, c'est les derniers mois, hein, parce que à partir de septembre, il va aller à l'école, mais ils auront bien profité quand même tous les deux. Ouais, tous les deux, mais c'est super. Mais en plus, il tient un compte Instagram où il partage justement des activités qu'il fait Ouais, avec Gaspard, donc c'est super. Donc il est très 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 impliqué dans la parentalité aussi positive. Tous les deux d'ailleurs, vous ouais. l'êtes. Est-ce que tu dirais que vous avez une vision commune de la parentalité, de la manière d'éduquer Gaspard? Est-ce que il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes plutôt unis à ce niveau-là? Non, on est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est quelque chose qui me semble très important, notamment de discuter avant même d'avoir un enfant, parce que c'est très compliqué quand on a une vision qui est à mon sens pas commune sur des valeurs profondes.
Voilà, c'est tellement décisif, c'est tellement important. La parentalité, c'est tellement une aventure parfois difficile, avec beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de fatigue, beaucoup de bonheur bien évidemment, mais ça met aussi le couple et le foyer à rude épreuve et c'est important pour moi d'être très serein par rapport à ce qu'on a envie de transmettre à son enfant. Donc nous, ça a été des discussions. Voilà, moi j'ai plus été dans l'envie de vraiment apprendre. Donc avant ma grossesse, même avant de vouloir un enfant, je lisais énormément de livres sur ce sujet parce que ça m'intéressait énormément. Pour moi, c'est même au-delà de la parentalité. Du coup, oui, Gaspard est resté à la maison du coup jusqu'à ses 3 ans. Donc tu as dit qu'il avait trouvé une école. Comment ça s'est passé? Du coup, vous avez fait le choix donc qu'il reste jusqu'à son entrée en école avec Samuel. Donc là aujourd'hui, vous avez trouvé une école. Sur quels critères tu t'es basé? Parce qu'on en discutait la dernière fois. Tu as, à mon avis, des exigences en termes du coup de parentalité et d'éducation. Donc comment vous avez sélectionné votre Ouais. école? En fait, à la base, notre projet, c'était l'instruction en famille. Samuel devait rester encore avec Gaspard et voilà, faire de l'instruction informelle pendant quelques années, etc. Et puis, en fait, il y a eu malheureusement ce projet de loi le 2 octobre qui a été évoqué par Emmanuel Macron sur le fait de l'interdiction de l'instruction en famille, qui a mis beaucoup de choses, remis beaucoup de choses en question. Déjà, c'était quelque chose qu'on évoquait entre nous parce que c'est vrai que Samuel a de plus en plus d'opportunités professionnelles et puis voilà, on se posait la question de savoir si on n'allait pas faire du mi-temps en fait, parce que dans beaucoup d'écoles privées, on peut les mettre seulement la matinée par exemple, ou voilà, faire un combo pour qu'ils puissent aussi être avec d'autres enfants, même si l'instruction en famille n'empêche pas du tout la socialisation comme on pourrait le croire. Au contraire, ils sont amenés à rencontrer beaucoup de personnes de plein d'âges différents, de plein de voilà de milieux différents, etc. Donc c'était pas pour ce côté-là, oh là là, il faut absolument qu'ils socialisent et tout, pas du tout. Mais bon, c'était aussi pour pouvoir permettre à Samuel d'avoir ce choix en fait. Et puis on s'est posé la question de se dire si cette loi passe, qu'elle est votée même l'année prochaine et qu'on se retrouve du coup dans cette impasse de ne plus pouvoir faire l'instruction en famille, on va se retrouver confronté à des écoles privées qui auront très peu de place parce que c'est toujours plus facile de mettre un enfant la première année étant donné que chaque année ça se renouvelle plutôt que de se mettre au milieu d'un cycle où les enfants de l'année précédente ont déjà pris les places. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais bref, c'était un peu ce truc-là et je voulais pas qu'on se retrouve coincé. Du coup, on a commencé à regarder les écoles privées, surtout avec des pédagogies alternatives. C'était ce qui nous intéressait parce que on avait vraiment envie que Gaspard ait notamment un accès à la nature, ce qui nous semble vraiment primordial. On a la chance d'être dans une très belle région, on est dans le sud, etc. Donc c'est vrai que c'était important pour nous. Et puis au niveau des effectifs aussi, parce qu'on sait que les effectifs, notamment dans le public, malheureusement, même si je pense que beaucoup de professeurs des écoles le souhaiteraient autrement, il y a beaucoup d'enfants pour très peu d'adultes et pour nous, c'est forcément gage d'un encadrement qui c'est très difficile pour un adulte qui a 29 enfants de 2-3 ans de gérer. d'être dans la bienveillance en permanence, de gérer, c'est impossible. Enfin franchement, moi je tire mon chapeau parce que c'est très compliqué. Et du coup, on s'est dit que c'était un investissement que nous on voulait faire. Donc on a eu la chance, vu qu'on est entre 2 départements, d'avoir 6 écoles qui correspondaient à nos critères. Super. Donc on est allé en visiter 3 et on en a 4. 4, ouais, et on en a encore 2 autres là qu'on va visiter en avril. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Vous êtes encore en recherche. On n'a pas trouvé parce que on mise beaucoup sur les 2 dernières. Moi, c'était mes préférées, donc à l'instinct, je pense qu'il y en aura une des 2 qui sera bien. Mais sinon, en termes de critères, ce que je disais, c'est un accès à la nature, le respect de ses besoins, c'est-à-dire s'il a envie de faire la sieste, il fait la sieste, s'il a pas envie, il le fait pas. Mais ça, c'est pas gérable quand vous avez 30 enfants et que vous êtes seul, etc. Donc évidemment, c'est aussi pour ça que c'est aussi cher. Il faut pas se. C'est un investissement. C'est un investissement profondément. Nous, on préfère même ne pas partir en vacances, je crois, et faire cet investissement-là pour Gaspard. Mais on espère en tout cas trouver un établissement qui au moins permette de nous d'être sereins et Gaspard de s'épanouir et voilà, ce sera. Mais moi ça me fait pas du tout peur, je pense que ça va très bien se passer et Gaspard, quand on lui en parle, il a hâte. C'est vrai. Et comment ça se passe aujourd'hui? Comment il vit le confinement? Est-ce que le fait je sais pas s'il a amené à avoir d'autres enfants, tu disais que la socialisation n'était pas un problème. Comment ça se passe justement dans ce cadre-là?
Alors bon, en cas de confinement, forcément, comme tout le monde, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est vrai que normalement, en fait, il est dans une association, Samuel, une association IEF du Languedoc-Roussillon. Et bon, maintenant, ça doit s'appeler Occitanie. Enfin, bref, Ça a changé de nom. mais en gros, ouais, ça change de nom les régions et tout. Donc, ils sont plein de familles, de plein d'âges différents, avec des enfants. Ils se retrouvent pour des activités. Et puis à l'intérieur de cette grosse association, on a des petits groupes qui se créent par affinité, par localisation. Et il a l'habitude, Samuel, alors il y a beaucoup de mamans dans ce groupe, c'est beaucoup de mamans au foyer, mais Gaspard a vraiment des copains, il fait les anniversaires ensemble, souvent à l'extérieur, ils font plein de sorties, etc. Et voilà, ça se passe très bien et c'est important, même pour Samuel, d'avoir des contacts aussi avec d'autres adultes, c'est important aussi au cours de sa semaine puisqu'il est beaucoup avec Gaspard. Et voilà, donc normalement hors confinement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et comment les gens ont réagi quand Samuel a pris la décision de rester à la maison? Parce que c'est quelque chose malheureusement encore rare que le papa du coup prenne le congé et reste avec l'enfant pendant que maman travaille. Comment ça s'est quelle a été la réaction des personnes dans votre entourage? Ben, c'est vrai que au début, je pense qu'il y a eu un moment où forcément les personnes de sa famille qui s'attendaient à ce qu'il soit un médecin, le médecin c'est un peu comme les études de droit, c'est un peu les études comme ça qui sont un peu sacralisées. Et il y a eu ce moment-là un peu, je pense, voilà. Mais ils ont été assez respectueux honnêtement, franchement, de ces choix. Je pense que ce qui les importe, c'est que Samuel soit heureux et je pense qu'ils ont vu qu'il s'épanouissait vraiment dans ce rôle-là et voilà, ça a pas du tout créé en tout cas dans notre entourage proche, en ce qui concerne la famille. Après, en ce qui concerne les amis, nous on a peu d'amis, mais les amis qu'on a précieux. sont des amis qui sont précieux et qui acceptent surtout nos choix de vie en fait, et qui n'ont pas du tout été dans le jugement. Donc non, ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là, mais parce que on est très attentif aux gens qui nous entourent. Et c'est important pour nous d'avoir un entourage qui est bienveillant et qui vraiment est là pour nous supporter et pas du tout pour être dans le jugement. Donc voilà. Tu es engagé du coup, comme on le disait, sur les questions de l'éducation et de la parentalité. Tu as participé il y a un an au lancement de la commission les 1000 premiers jours de l'enfant. Comment tu as été sollicité sur ce projet? En fait, ça a été assez incroyable parce qu'on était à Paris pour un tout autre rendez-vous et le matin même, je reçois un mail de l'Élysée. C'est Claire qui traite mes mails, donc je l'ai pas vu en direct. Mais elle me dit ouais, gros fake, gros spam. Elle Tu croyais même pas quoi. Ouais, Elle me dit sûr. non, ça marche, c'est pas possible et tout. Je dis mais attends, regarde quand même, c'est bizarre la signature. Je tape le nom de la nana qui écrit le mail, je vois que elle bosse vraiment à l'Élysée, que machin et tout. Je me dis ah ouais, c'était l'assistante communication, je crois, du secrétaire d'État chargé de l'enfance, qui m'invitait à assister en fait à la commission qui se déroulait genre l'après-midi même. Et là j'ai dit à Claire mais elle t'a contacté le jour même pour l'après-midi ou la veille pour le lendemain ou un truc comme ça, mais vraiment c'était voilà. Et j'ai dit à Claire mais bien sûr qu'on y va parce que c'était trop important. Donc branle-bas de combat pour trouver une tenue pour les lycées adéquate parce que j'étais pas du tout dans ce mood. On sait jamais comment s'habiller. Ouais, oui, c'est ça. Ah au final j'étais en basket et tout. Non, je me suis dit il faut rester soi-même. Mais du coup je suis arrivée là-bas et en fait normalement il y avait pas le droit il y avait pas de journalistes en fait. On était vraiment très peu, je crois qu'il y a une ou deux journalistes qui ont réussi un peu à négocier pour assister vraiment à la commission. Mais sinon on était très peu, il y avait juste la commission en fait c'était l'ouverture de la commission avec un petit peu les questions sur lesquelles ils souhaitaient travailler. Et c'était pertinent parce que c'était la première fois finalement qu'un gouvernement, à ma connaissance, se posait vraiment la question là de la toute petite enfance et du soin de la mère et du soin des parents et on a parlé de l'allaitement, on a parlé de sujets comme ça qui sont trop peu abordés à mon sens. Donc voilà. Après plus tard la commission a rendu son compte rendu. C'est sûr que dans la commission, dans le compte rendu de la commission, il y a beaucoup de choses qui sont très pertinentes. Après, est-ce que ce sera mis en place, c'est toujours une autre question, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'était en tout cas intéressant de voir qu'il y avait au moins un intérêt pour ça. Mais c'était un intérêt par rapport à quoi? Par rapport
à la vie, on va dire, postpartum du coup de la maman, sur la place de l'enfant au sein de la famille, sur la place de la mère au sein de la société, dans son En milieu fait, professionnel. c'est surtout, en fait, c'est vraiment sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Donc, on parle du Mhm. 4 mois, je crois qu'il parle de 4 mois de grossesse à 2 ans. Donc, Mhm. c'est à la fois la prise en D'accord. charge maternelle, la prise en charge parentale, les congés paternité-maternité, la mise en place Mhm. de l'allaitement, voilà, plein Directement sur le lieu de travail, hein, c'est ouais, ça? oui, aussi, Ouais. mais pas que, aussi l'accompagnement en général. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de sujets qui étaient abordés et bon, cette commission elle est consultable aujourd'hui en ligne. Hein, il y a vraiment Mhm. sur les violences également, ouais, Obstétricale aussi. obstétricales, puis Mhm. aussi les violences ordinaires faites aux enfants. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été abordées, ouais. D'accord. Et comment ils t'ont repéré du coup? Je sais pas trop, je pense qu'ils ont fait de la veille sur les Ouais, ils ont dû réseaux et regarder les sur ils ont vu Instagram, que c'était ouais. un sujet qui m'intéressait et Mais tu sais ce qu'ils attendaient de toi du coup? non, ils Enfin, attendaient rien de par ta moi, présence, non, ouais. non, rien de moi particulièrement. J'ai pu interviewer le secrétaire d'État chargé de l'enfance, mais ils ont pas du tout demandé à avoir mes questions en amont ou à voir le montage ou pas du tout. Non, non, j'étais complètement libre D'accord. voilà, de discuter et de poser mes questions. En fait, c'était pas mes questions, c'était les questions de ma communauté que j'avais repris et voilà, non, c'était intéressant d'avoir ce lien-là. Parce que Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État chargé de l'enfance, il est quand même très engagé. Je sais que Samuel a notamment là un appel avec son conseiller concernant l'éducation, etc. Donc voilà, ils mettent quand même plein de choses en place pour être au plus près de bah voilà de ceux qui se sentent concernés et c'est bien. Comment tu occupes ton temps libre avec Gaspard? Alors, moi, je privilégie la qualité à la quantité parce que déjà parce que avec mon emploi du temps, j'ai pas le choix. Hein, je pars tôt le matin, Ouais. je rentre tard le soir et enfin tout est relatif comme beaucoup de parents. Hein, je veux dire, j'ai pas non plus des Mm. horaires exceptionnels, je travaille pas de nuit, etc. Mais bah, c'est vrai que je passe moins de temps que Samuel par exemple auprès de lui. Du coup, c'est les week-ends, c'est des moments qui sont précieux. Et puis le matin avant de partir, j'essaye quand même de toujours avoir un petit temps avec lui de qualité où on fait un jeu ensemble. Voilà, D'accord. c'est nos petits moments. Et puis après oui le week-end, on voit beaucoup la famille parce que nous on est très bien entourés. On a vraiment beaucoup de personnes que Gaspard aime beaucoup, des tatas, des tontons, Ouais. mes parents, Il est gâté. etc. Donc ouais, on passe beaucoup de moments ensemble. Ok. Et bah ta journée type en tant que maman et entrepreneur, parce que je sais même pas comment tu fais. T'as là les activités. Comment tu arrives à gérer? Est-ce que tu travailles sur tous tes projets dans la même journée? Est-ce que tu compartimentes dans la semaine? Comment tu t'organises? Alors je travaille oui sur tous les projets dans la même journée parce qu'on peut pas en fait c'est très difficile, on n'a pas du tout de journée type, ça dépend vraiment des actualités. Maintenant bon, on a quand même une équipe, on est 4. Je pense que bientôt on va devoir s'agrandir encore parce que avec la réouverture de Cracotte, on est un peu submergé. Ça fait même pas 2 semaines qu'on existe et vraiment on s'en plaint pas du tout, hein, mais on a beaucoup de travail et c'est difficile à gérer. On est quand même voilà que 4 et on travaille déjà beaucoup. Moi, je sais que l'organisation c'est quelque chose qui est très important pour moi. L'organisation, organiser mon travail. Donc j'ai beaucoup d'outils, de logiciels qui. T'en as un à nous recommander? Oui. Bon, j'ai vu que tu utilisais Notion. Ouais. Notion, c'est vraiment C'est l'outil. le truc, quoi. Ouais, moi, je dépose mon Mm. cerveau. J'ai tout, et c'est vraiment très important pour faire le suivi de projet aussi, pour pouvoir voilà communiquer avec mes équipes, etc. Donc ça, c'est très important d'avoir l'outil qui nous convient. Au début, on était sur Trello. Bon, c'est vrai que Notion, ça ouvre beaucoup Ah, c'est plus beaucoup plus ouais, complet. Mm. d'opportunités. Donc non, c'est voilà des outils comme ça qui nous permettent vraiment d'établir en fait tout ce qu'il y a à faire aussi Mm. parce qu'on est sur beaucoup de thématiques en même temps. Voilà, beaucoup d'organisation, une bonne équipe, d'être très bien entourée. J'ai la chance d'être vraiment professionnellement très bien entourée, beaucoup aidée. Et voilà, c'est vrai que déjà après, bon, moi j'adore mon travail, donc c'est vrai que ça aide, hein, forcément quand on a des Bah ouais. grosses journées et qu'on a hâte d'y être, c'est plus facile que quand on y va à reculons, donc je mesure cette Mm. chance-là. Et puis ben Ouais. pour gérer après, c'est vrai que ce qui est important, c'est de prioriser beaucoup, parce que bon, les to-do list à rallonge ou à la fin de la journée, on se dit oh là là, j'ai rien fait, ça peut être un peu culpabilisant. Ouais, il faut mieux avoir 3 tâches voilà qui sont prioritaires plutôt que se faire des listes à rallonge qu'on n'a pas le temps d'effectuer. Yes. Et comment parce que
C'était ton hobby au départ, hein, de faire les vidéos. Comment tu t'es professionnalisé? Comment tu as pu adopter cette posture vraiment d'entrepreneur, de chef d'entreprise? Comment t'as fait tout ce cheminement? Je saurais pas te dire parce que c'est vraiment un truc qui a toujours été en moi à l'école. Tu vois, au lycée, j'étais déjà vice-présidente de la maison des lycéens, etc. J'ai toujours adoré mener des projets. J'ai toujours aimé l'idée. Enfin, vraiment, je pense que voilà, t'as des personnes qui sont plus leaders, d'autres moins, et c'est très bien comme ça parce qu'il faut les deux. Moi, j'ai toujours aimé l'idée, les projets, que ce soit dans ma scolarité, aujourd'hui dans mon boulot. Ça m'empêche pas du tout de travailler avec d'autres leaders, parce que Claire, voilà, par exemple, on est complètement associés, on est tous les deux des forts caractères, on est tous les deux, voilà, des personnes qui aiment diriger les choses, etc. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu ce goût-là, en fait, pour tout ça, et c'était un peu inné, et je pense que ça vient aussi de ma famille, hein, parce que comme je disais, mon grand-père était un très grand entrepreneur, et il m'a transmis énormément de tout ça, donc j'ai baigné là-dedans, en fait, c'était ma normalité. Ouais. Alors, parce qu'on a parlé du temps avec Gaspard, est-ce que tu arrives à trouver du temps en tant que couple? Ça, c'est un autre challenge. Oui, on essaye de plus en plus, que vu que Gaspard grandit, on l'a laissé là pour une nuit pour la première fois avec sa mamie. Bon, elle était chez nous et tout, donc c'était rassurant pour lui. Bon, il s'est levé à 4 heures du matin, donc elle a eu du courage. Bon, elle a eu 4 garçons, donc elle connaît ça, mais c'est vrai que ça, c'était un moment qui était important pour nous. C'était pour nos 9 ans de couple. Et puis, au fur et à mesure, je pense qu'on prendra de plus en plus le temps. C'est parfois difficile de se trouver des moments à deux, mais on apprécie des petits moments. Avant, sans enfant, tu te mates une saison de série, tu vois, en une soirée, et tu te dis ah c'est fou, et en fait là c'est un épisode, mais tu prends le temps de cet épisode et t'apprécies l'épisode et c'est déjà bien, et voilà. Et au début, il faut pas trop se mettre la pression, je trouve, parce que quand ils sont tout petits, tout le monde est là, mais c'est bon, mais laissez-le nous et tout. Et moi j'ai laissé Gaspard, il avait genre 2 mois, et franchement c'est un truc que je referais pas parce que j'ai trop mal vécu, j'étais en stress, et qu'en fait tu profites pas. Je pense qu'il faut le faire vraiment quand t'es prêt. Quand tu le sens, chaque chose en son temps. Et au début, c'est normal que ton bébé soit collé à toi, et c'est normal que tu aies envie d'être collé à lui, et il n'y a pas de mal à ça. Et on a besoin, et t'en as besoin aussi. Ouais. C'est ça. Tu partageais un post récemment où tu disais que c'est pas facile de gérer ce rôle multicasquette de femme, de mère, de chef d'entreprise, et qu'aujourd'hui tu avais réussi à trouver plus ou moins un équilibre. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de la manière de concilier au mieux ambition professionnelle et maternité? Je pense que l'important, c'est de se placer en priorité numéro 1, de au-dessus de tout, vraiment. Et ça n'a rien d'égoïste, ça n'a rien de narcissique. C'est vraiment le fait de prendre soin de soi qui permet, à un moment donné, d'être disponible pour tout le reste. Et des fois, ça choque un peu parce qu'on n'est pas dans une société où on nous apprend à nous aimer beaucoup. Mais c'est pour moi primordial, même par rapport au couple, même par rapport, moi j'ai toujours dit, je m'aime plus que je n'aime notre relation, parce qu'en fait c'est indispensable pour à un moment donné avoir le réservoir suffisamment plein pour pouvoir donner aux autres. C'est vraiment comme ça que moi j'envisage les choses. C'est quoi ton petit kiff pour prendre soin de toi? Alors, moi, je suis très yoga. J'ai découvert le yoga il y a quelques temps, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. On a la chance d'avoir Paola qui vient une fois par semaine dans nos bureaux, quand c'était possible, venir nous faire des cours de yoga pour toute l'équipe et tout, c'est hyper important. Et puis même moi, dans ma routine, voilà, de sport, entre guillemets, je suis pas très sportive, j'aime pas tout ce qui est cardio et tout, mais autant le yoga, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je suis très méditation aussi. Le soir, le matin, 5 minutes dans la voiture, voilà, ça m'aide à me recentrer, voilà. Je trouve que c'est un outil très puissant. Et puis après, ça peut passer par des petites choses, vraiment. Parfois, par exemple, je me prends un kiff de ranger toute ma buanderie, de mettre tout dans des boîtes, des machins. Bah, tu vois, c'est génial comme kiff, pour ça. Moi. Ouais. Ah, moi, j'adore, je trouve ça hyper utile à l'agréable. Voilà, bon, c'est juste des petits trucs que j'ai pas le temps de faire normalement, et je me dis, là, c'est le moment. Ouais, voilà. Et ça me fait du bien. Et en plus, après, c'est rangé. Que demande le peuple? C'est ça. Super. C'est quoi tes sources d'inspiration et de motivation? Mes sources d'inspiration, je suis assez inspirée par le monde extérieur. Tu vois, je suis assez observatrice. J'aime bien
Même dans une situation quoi, tu vois, ça, il y a des choses comme ça des idées qui naissent de certaines situations, de certaines problématiques ou voilà, ça c'est des choses bon, qui font partie des petites, des petites choses un peu anecdotique, tu vois, mais sur certains projets, des fois, quand je repense à l'origine de pourquoi, du comment on a souhaité faire ça, tu te dis, ah oui, c'est parti d'un truc complètement anodin, mais ça peut donner de grandes choses si tu mets un peu d'imagination. Et après, de motivation, moi-même, hein, franchement, je pense que c'est la clé. J'ai vraiment la chance de bâtir au fur et à mesure de mes projets aussi ma confiance en moi et d'être un peu plus confiante qu'hier et moins que demain, tu vois, et en fait quand tu fais les choses aussi pour toi, pour ton propre ta propre motivation, enfin tu vois ton amour propre aussi, et c'est hyper important je trouve de se sentir bien dans ce qu'on fait et d'être fier de nous. Donc ça c'est ma motivation numéro 1, et puis après si autour de moi ça peut rayonner et faire du bien, tant mieux. D'ailleurs, en parlant de ça, oui et non, les projets de Samuel, parce que tu disais tout à l'heure qu'il cherchait aussi à un peu s'occuper au niveau professionnel. Comment ça se passait une fois que Gaspard aura intégré l'école? Je pense que lui, il va de toute façon se diriger vers un truc de transmission ou avec des enfants, voilà. Donc ce sera un lien avec la parentalité. Sûrement, je pense que voilà, il y aura quelque chose de transmission. Je sais pas si ce sera vraiment sur la parentalité, mais Samuel, il a toujours été très bon pour enseigner, pour transmettre. Il a été tuteur quand il était en fac de médecine pour les années précédentes, etc. Donc il y a toujours eu ce truc-là qui est très important pour lui. Donc à voir ce qu'il en fait. Là, il est en train de se renseigner. Voilà. Tu m'avais dit la dernière fois qu'il reprenait du coup le podcast aussi. Je sais pas si ça a été communiqué de manière officielle. Ouais. Ça y est. Alors ça n'a pas été encore communiqué. On l'a pas encore annoncé parce qu'on attend d'avoir d'autres épisodes. Ouais. Mais voilà, il semblerait que Samuel reprenne un petit peu le bébé de ce podcast Le Nid, et je pense que ça va très bien lui aller. Ouais. Bah oui, c'est la thématique phare en plus, donc il est vraiment à l'aise là-dedans, donc c'est top. Des conseils à celles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Ah là là, c'est vraiment un milieu tellement à la fois enrichissant et en même temps qui peut être instable, donc c'est toujours un peu la question qu'on me pose, quels seraient tes conseils et tout, mais je pense que l'entrepreneuriat c'est avant tout un état d'esprit. Et on ne peut pas être dans l'entrepreneuriat sans prendre de risques, donc il faut pas non plus attendre le moment où on se dit ah là c'est vraiment le bon moment, parce que en fait sinon il y a jamais de bon moment, tu te lances jamais. Tu dois toujours composer quand t'es entrepreneur, et c'est ce qui fait aussi la magie je trouve de cette vie, c'est que quand t'arrives et tu parviens à faire quelque chose, ça a une autre saveur, je trouve. Voilà, donc non, je dirais de travailler alors des fois on dit le mindset et tout, les trucs de business, mais moi c'est plus ce côté-là de savoir ce que tu veux transmettre dans ton business aussi, et les valeurs que tu as envie d'y accorder, et la façon dont tu vas y travailler pour y arriver, et ne pas oublier l'aspect de la santé mentale qui est très important, à savoir voilà tout ce dont on parlait, de prendre soin de soi, etc., de vraiment bien pouvoir intégrer cette partie-là, cette phase-là aussi dans tout ce chemin entrepreneurial, parce qu'on a vite fait de s'oublier, et c'est très important pour garder un business sain à un moment donné d'être à mon sens en accord à la fois avec ce que tu veux faire en termes de business et en même temps à ce que tu veux être en tant que personne, et l'un n'est pas incompatible avec l'autre à mon sens. Carrément. Quels sont les futurs projets j'ai envie de dire, Je ne suis pas jolie, de Cracotte? C'est ça. Écoute, là pour l'instant on est vraiment très concentré sur Cracotte, parce que c'est vrai que c'est le lancement, qu'on a des très bons retours et qu'on a envie de s'améliorer, de vraiment mettre les choses en place pour que ça tourne bien, et voilà. On a un très bon départ qui est très très encourageant, donc ça nous pousse aussi à faire encore mieux. On a aussi de la rénovation de tous nos bureaux, là on a très envie de se faire un petit lieu qui nous ressemble, parce qu'on y est quand même beaucoup et que ça devient limite une coloc, tu vois, donc on a envie vraiment d'y amener notre combien touche. en tout là, tu m'as dit on est 4
bientôt 5 parce que il y a des stagiaires qui viennent aussi, qui sont de passage. Et puis après sûrement un nouveau podcast pour moi parce que c'est un format que j'adore et je n'ai pas lâché le nid pour ne pas le reprendre, pour ne pas reprendre de ce format. Donc justement, on va parler de santé mentale avec ma meilleure amie qui est psychologue, voilà. Super. Donc ça c'est un nouveau projet aussi. Ça va sortir quand? Je pense que ça va sortir ce mois-ci. Le premier épisode, on a déjà 5 épisodes d'enregistrés. Super. Mais c'est vraiment c'est vraiment une thématique qui me plaît beaucoup et c'est très intéressant d'avoir un œil au-delà de tout ce qu'on a pu voir, développement personnel, etc. Là, il y a un côté un peu plus clinique entre guillemets qui je pense peut même faire de la prévention et c'est ce que je voulais aussi parce que on le voit enfin moi je vois aujourd'hui elle a genre 4 mois d'attente, c'est un truc de malade, enfin elle a vraiment beaucoup de demandes et je pense que c'est aussi le contexte qui veut ça. Oui, aussi. Et du coup c'est important de pouvoir mettre la santé mentale en priorité en fait parce que on n'est pas dans une société où les adultes sont tous très bien dans leur peau et dans leur vie et voilà quoi, je pense que c'est important pour un peu plus de tolérance, d'amour de tous. Oui, on en a besoin. On va pas cracher dessus. Et ce sera sous quel format? Du coup, ce sera un format où vous serez toutes les deux, vous allez inviter des experts? Ouais, d'accord. Non, on sera vraiment toutes les deux, c'est vraiment une discussion sur des sujets le premier épisode c'est sur le regard des autres. Vaste sujet. Et voilà, donc on parle aussi beaucoup, on parle de parentalité, on parle d'enfance, etc. Forcément parce que quand tu parles de psychologie, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les 6 premières années de la vie et que ce n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, mais que voilà, c'est important aussi de le prendre en compte. Donc voilà. C'est quelque chose que toi-même tu as vécu en devenant maman? Ouais. Oui, je pense que tu as plein de choses qui ressurgissent quand tu deviens parent, qui ressurgissent de l'éducation que tu as pu recevoir ou voilà, il y a des choses qui t'appartiennent pas forcément et qui sont parfois difficiles à cerner, donc oui, forcément, ça joue. Alors, dernière question pour terminer cet échange, c'est quoi ta représentation d'une maman qui déchire? Une maman qui déchire. Une maman qui déchire, pour moi, c'est une maman qui prend soin d'elle, pas dans le sens je suis maquillée, je suis habillée, je suis pimpante, même si c'est très bien si j'ai envie de le faire, mais plus prendre soin d'elle dans le sens où elle se laisse la possibilité et qu'elle s'autorise à un moment donné à se consacrer du temps et qu'elle fait de son mieux et qu'elle est une maman qui déchire, c'est une maman qui est indulgente envers elle-même et qui est en accord à la fois avec ce qu'elle a envie de transmettre et en même temps ses passions, qui se met au centre de tout pour pouvoir encore une fois rayonner sur tout son environnement. Et je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui, c'est ça n'a rien d'égoïste ou de narcissique de prendre soin de soi parce que ça permet de prendre soin des autres au mieux, et une maman qui déchire, c'est une maman qui fait de son mieux. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci Léa pour ton temps. Vous souhaitez partager un message, envoyez-le moi en mentionnant votre prénom, votre activité, votre ville d'origine à l'adresse email suivante: mariama@mommyrock.fr. Courage mes ladies et keep rocking.